Mercredi 6 mars, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'Actu en débat, votre émission hebdomadaire qui vous décrypte toute l'actualité de la semaine en 26 minutes. Ce soir, nous allons parler une nouvelle fois du dossier M5 RFP. Ensuite, nous allons évoquer l'AEM avec la suspension de l'association qui a été décidée par les ministères en charge de l'éducation. Et ensuite, si le temps nous le permet, nous parlerons de la situation très confuse au Tchad aussi. La semaine dernière a été très mouvementée dans ce pays-là. Avec moi sur ce plateau pour évoquer ces thèmes, Monsieur Mokhtar Sow, directeur de publication du journal Malikile. Bonsoir Monsieur Sow. Bonsoir Monsieur Aïdara. Merci d'avoir accepté notre invitation. Face à vous, Monsieur Laya Diarra du quotidien Soir de Bamako. Bonsoir Monsieur Diarra. Bonsoir Aïdara. Merci également d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir pour moi. Je vais rester avec vous d'ailleurs. L'ultimatum, il y a un ultimatum qui est arrivé à expiration, qui avait été donné au Premier ministre Choguel Maïga, qui est également président du comité stratégique du M5 RFP, pour clarifier sa position. L'ultimatum est arrivé à expiration hier et les membres, certains dissidents de ce comité ont décidé de le déposer de ses fonctions de président. Tout d'abord, quelle est votre analyse de cette décision et est-ce que elle vous a surpris ou finalement, au travers des différents événements, vous vous y attendez un peu? Bon, ça ne m'a pas du tout surpris, parce que on est en politique. Et sur le terrain politique, tout peut arriver. Donc, quand tu observes les événements, tu te dis que les alliés d'aujourd'hui peuvent être des adversaires de demain. Et c'est à ça qu'on a assisté. Et revenant à la sanction, disons la destitution du président du comité stratégique Choguel, j'avoue que je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris parce que le jour de la conférence de la dissidence au niveau de la maison de la presse, c'était le samedi dernier, c'est pas le vendredi. Quand ils ont fait l'ultimatum, je me dis, bon, cet ultimatum va arriver à expiration sans que Choguel réagisse. Et c'est ce qui est arrivé. C'est pour ça que hier, j'étais là-bas, mais les leaders étaient en salle, comme c'était une rencontre entre membres, nous étions dehors. Et jusqu'à 17h, 18h, je suis rentré. Mais c'est tard dans la soirée qu'ils ont fait le communiqué pour dire, bon voilà, la décision est prise, Choguel est destitué, il n'est plus le président du comité stratégique. Donc, on attend. Peut-être que dans les heures qui suivent, il va réagir. On va attendre ce qu'il va dire. Mais vous avez vu ce qui s'est passé. Même dans les journaux aujourd'hui, quand il y a des proches de Choguel qui ont réagi, qui ont parlé, qui essaient de jeter le discrédit sur l'autre groupe. Bon, on va assister quand même à un jeu de ping-pong, des attaques et des répliques. Et bon, en tout cas, nous, journalistes, nous aimons ça, parce que nous avons de la matière. Jeu de ping-pong, attaque-réplique, est-ce que c'est ce à quoi nous devons nous attendre? Certainement une réaction à venir du Premier ministre Choguel Maïga ou en tout cas des membres très proches de lui pour commenter cette décision éventuellement. Oui, bon, le jeu de ping-pong, c'est ça, hein, malheureusement, comme le grand frère l'a dit, et c'est triste. On n'aurait pas dû assister à ça, ni de l'un ou de l'autre côté, parce qu'on est en train d'atteindre même à l'intégrité des uns et des autres, quoi. Et ça, c'est pas fait pour ça. Les M5 n'a pas été créé pour ça. Et les M5 a une vision, les M5 a des projets. Ils ont même parlé de 17 points et des 10 quoi là, je ne sais plus. Donc, il faut plutôt axer les énergies autour de ces projets-là, qui en grande partie a déjà été pris en compte par le gouvernement. Donc c'est surprenant qu'on atteigne ces niveaux-là. Apparemment, on est en train de tomber dans ce que Issa Kaoudi m'a dit, quoi, parce que les M5 ne tiennent plus qu'à un fil, quoi. Bon, maintenant, c'est à quoi on peut s'attendre, c'est que il faut que le président déchu par ces gens-là, Choguel, il faut que Choguel sorte de son silence. J'ai compris que ses anciens alliés, ses anciens camarades
Enfin, ses camarades, parce qu'il paraît qu'il reste toujours membre du M5 quand même, hein, même s'il n'est plus président, il reste. Donc, ses camarades lui ont donné assez de temps pour réagir, mais malheureusement, ses réactions n'ont pas été à la hauteur de ce qu'ils attendaient. Donc, ils ont pris cette décision-là. Bon, je me dis que jusqu'à présent, il y a peut-être une solution. La solution, c'est de se voir, c'est de s'asseoir, c'est de discuter et d'éponger les difficultés. Essayer d'aller en avant, parce que les M5 a plutôt besoin de se réunir pour faire face aux difficultés. Bon, ce que je ne comprends pas, pourquoi Choguel ne parle pas. Alors, est-ce que cette décision fragilise le Premier ministre dans sa fonction justement de Premier ministre, parce que c'est qu'il a été nommé en étant membre du M5, président du comité stratégique du M5 RFP. Est-ce que cette décision pourrait avoir une incidence sur cette position-là, sur sa fonction de Premier ministre? Bon, vous savez, Choguel est nommé Premier ministre pour le compte du M5. C'est au nom du M5 qu'il est là. Maintenant, je veux juste rebondir sur une question, parce qu'il dit que la situation est telle qu'aujourd'hui, les gens sont obligés de s'asseoir pour discuter. Moi, je crois qu'aujourd'hui, tout est gâté. Tout est gâté et je ne crois pas que, après tout ça, là, que ces gens se mettent ensemble encore. Ça va être vraiment difficile. Parce qu'avant cette dissidence, le M5 vient de loin. Pourquoi il y a eu la création du M5 Malikoura? Et pourtant, ils étaient tous ensemble. Donc, les autres sont partis parce qu'ils ne partageaient pas la doctrine, sinon l'orientation de Choguel. Ils l'ont dit, ils ont clarifié leur position, ils ont pris leur distance. Et aujourd'hui, ceux qui sont restés ensemble, aujourd'hui commencent vraiment à se tourner le dos. Ça veut dire que qui est le problème? Ou c'est eux qui sont le problème, ou c'est Choguel lui-même le problème. Revenons à votre question. Est-ce que sa destitution ne va pas fragiliser sa position dans le gouvernement? Je dis que c'est le président de la transition, chef de l'État, qui doit tirer les conséquences. Il l'a pris, pas en temps parce qu'il est Choguel, le président l'a pris au nom d'une entité avec laquelle il avait affaire. Parce que pour la rectification de la trajectoire, c'est le M5 qui a pesé de tout son poids dans la balance pour que le choix de Choguel soit acté. Aujourd'hui, c'est vrai, il a fait ce qu'il peut. Il a rassuré les militaires. La confiance a été au niveau que, je ne sais pas, si ils peuvent lui renouveler leur confiance, s'ils ont confiance en la personne de Choguel, ils peuvent le garder. Mais si le choix est fait sur la base que c'est lui qui a été donné par le M5, je crois que maintenant qu'il n'a plus la confiance du M5, qu'il n'est plus le président. Donc, il a quand même encore des soutiens au sein du M5. Mais le M5, quel soutien? Bon, c'est quand tu vois le poids des gens qui sont avec lui. Mais l'évidence, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, ceux-là qui sont en train de parler, la dissidence a plus de poids que lui. C'est la preuve. J'ai assisté au meeting du palais. Vous avez vu ce qui s'est passé? Vous avez vu ce qui s'est passé? C'est vrai. On a pris des bambins pour essayer de faire la salle pleine, mais ce fut un fiasco, il faut le dire. Et la mobilisation, la conférence réplique du M5 à la maison de la presse. Vous avez vu la mobilisation? Ça dit, les leaders étaient là, en termes de mobilisation, en termes de la crème même du mouvement était là. Ça veut dire que Choguel n'a que peut-être un groupuscule qui l'accompagne. Bon, c'est. Mais c'est lui qui a péché dans tout ça. C'est vrai, il est le Premier ministre, mais je crois que même le discours qu'il a tenu l'autre jour, moi je crois qu'il devait vraiment se mettre au-dessus de la mêlée. Quand on est responsable, quand on est Premier ministre, ça dit souvent il faut faire preuve de retenue. Il y a des choses qu'on doit dire publiquement, il y a des choses qu'on peut dire à tout moment. Et je crois qu'il est allé loin. Il a même essayé de jeter le discrédit même sur certains. Et voilà ce qui fait que les gens ont pris toute leur rage pour aussi répondre. Quand vous voyez les propos de Maître Tall à la conférence de presse, vous avez vu? Mais Tall a même fait des révélations. Pour moi, peut-être pour les autres, c'est une révélation. Nous sommes vraiment acteurs des médias, nous savons la réalité. Quand Tall a parlé de certaines choses, vous avez vu quelle a été la réaction de la salle. Donc, je me dis maintenant, par rapport à cette question précise, quel va être son sort? On attend. C'est au président d'observer, de voir et
de tirer vraiment les leçons, quoi, et voir s'il faut le garder, s'il faut le démettre et demander, peut-être, les gens parlent d'un gouvernement de consensus, un gouvernement d'union nationale, mais je ne sais pas si c'est aux militaires d'apprécier. Alors, on va se mettre un peu dans le jeu des suppositions. Supposons que sa position puisse être menacée du fait d'avoir été déchu de son statut de président du comité stratégique du M5. Est-ce qu'au final, si cela arrivait, le M5 aussi, d'un côté, ne prend pas le risque de tout perdre finalement? Et vu les dissensions internes qui ont déjà conduit au M5 RFP Mali-Croix, qui conduisent à ce que l'on constate aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi que le M5 perde tout finalement? En fait, on parle de perdre tout si vraiment c'est une question de poste, si c'est une question d'intérêt personnel ou du groupe. Là, on peut parler de perte. Mais si vraiment, ce que les nouveaux membres, enfin, je ne sais pas comment expliquer ça, quoi. Si le M5, ce que les leaders du M5 sont en train de dire, c'est que pour eux, ce n'est pas une question de place, ce n'est pas une question de marché, ce n'est pas une question de truc. Et ce qu'ils veulent, c'est que la transition réussisse et qu'au-delà, que nous tombons dans un régime démocratique et puis préparer cela aussi. Si c'est vraiment cela, ils n'ont rien à perdre. Au contraire, ils vont continuer à se battre pour soutenir la transition, pour continuer à être l'aile politique de la transition et continuer. Maintenant, ce qu'il a dit, c'est extrêmement important. Ce n'est pas une supposition. Le poste du Premier ministre est sérieusement menacé. Pour raison, dans leur communiqué, le M5 dit que Choguel, le président du comité stratégique qu'ils ont démis, n'a plus leur confiance. Or, le président de la transition a été très clair. La primature, je la donne au M5 RFP. Vous ne pouvez pas garder quelqu'un à un poste, c'est pour ça qu'ils l'ont déçu à la présidente du M5 d'ailleurs, à un poste aussi stratégique, alors que vous n'avez plus confiance en la personne. Donc, sur cette base, c'est clair que le poste de Premier ministre est sérieusement menacé. Le second point, ce communiqué du M5 doit faire en sorte que les présidents de la transition leur demandent ce qu'ils veulent. Est-ce qu'ils veulent garder Choguel à la primature ou bien, au regard de leur incapacité à gérer d'abord leur situation de conflit entre eux et à gérer la primature, parce qu'il faut reconnaître aussi que la situation, le pays est complètement arrêté. Lui, il prend la responsabilité que le poste de Premier ministre qu'il leur a donné, il le retire, il le récupère. Il va nommer quelqu'un de son choix, peut-être en les consultant bien sûr et en consultant les autres personnalités politiques des forces de la nation, pour choisir un autre Premier ministre avec une autre équipe gouvernementale, bien sûr, qui va être revue en fonction des besoins, pour essayer rapidement de récupérer la main sur la gestion du pays, parce qu'il y a des difficultés. Tout à fait. Alors, nous allons passer rapidement au deuxième thème de la soirée. L'association des élèves et étudiants du Mali, AEM, énième épisode de violence, cette fois-ci qui a conduit à la suspension jusqu'en nouvel ordre de l'association par les ministères en charge de l'éducation. Il y a eu un étudiant qui a été tué le 28 février dernier suite à la violence. Est-ce que vous pensez, M. Diarra, que cette décision de suspension peut être un précédent qui va aboutir à la dissolution de l'AEM? Et j'avoue que cette décision, moi je crois que c'est une décision responsable. Parce que l'AEM que l'on voit, l'AEM n'est pas né pour ça. La violence a atteint un niveau que aujourd'hui c'est la question même de l'existence même de cette organisation qui se pose. Et ça n'a pas commencé qu'avec l'assassinat de cet étudiant. Hein. Je crois que de 2020 à maintenant, je crois qu'on a perdu c'est une dizaine de victimes. C'est-à-dire, l'école est devenue un champ d'expression politique. Vous avez vu souvent les descentes au niveau du campus, les résultats. Des descentes policières, souvent c'est des armes de guerre qui sortent, des couteaux, des machettes, des goutins. Ce n'est pas ça. Mais tout ça là, ça
dû à un problème. C'est quoi? C'est la gestion des œuvres universitaires. C'est l'internat, puisque l'AM, les responsables de l'AM ont tellement un poids qu'aujourd'hui ils se croient comme des rois. Le problème ne se pose pas ailleurs. Il y a un bureau de coordination, un bureau AM à l'IPED de Katibougou. C'est quand même une école supérieure. Il n'y a jamais eu de violence. À la FAMPOS, la faculté de médecine. En tout cas, je n'ai pas connaissance d'une violence jusqu'à ce que, d'une telle ampleur. Je n'ai jamais entendu parler de mort ou de blessure à la FAMPOS. Pourquoi seulement ici? C'est à l'UG, à la FAST. Parce que là, c'est l'internat. C'est même devenu un centre commercial. Parce que tout au long, tu vois, c'est des installations. C'est commercial. C'est des installations commerciales qui sont là. Et c'est les responsables de l'AM qui sont derrière ça. Même la désignation d'un simple responsable de classe, je dis, on s'adonne à la violence. Je crois que cette décision des autorités, c'est une décision responsable. Mais parler de la dissolution de l'AM, je crois qu'il y a eu des forums. Les États généraux, les gens ont demandé. Les dernières assises, les gens ont demandé à ce qu'on dissolve carrément l'organisation. Beaucoup aussi ont demandé de réformer plutôt. Bon, réformer pour donner naissance à quoi? Moi, je crois que l'AIM est né à la suite d'un combat. Et l'AIM, c'est une vision. L'AIM, c'est pour l'amélioration des conditions de vie des étudiants. Aujourd'hui, ce n'est pas ça. C'est pas ça. On veut être à l'AIM juste pour avoir de l'argent. On veut être à l'AIM pour avoir de l'emploi. Mais justement, d'où la question de réformer. C'est la responsabilité de l'État parce qu'aujourd'hui, on est dans un régime, on n'est pas dans un régime civil, les militaires ont compris. Sinon, c'est les politiques qui ont amené tout ça. Parce que le campus est devenu même du bétail pour les politiques. Tous les régimes se sont servis, sous ATT et sous IBK. Bon, je ne dis pas qu'il faut dissoudre l'AIM, mais pour ce qui concerne la décision de suspendre les activités de cette organisation au niveau des facultés, pour le moment, je souscris à cette idée et je salue la mesure. Très bien, il souscrit, il salue. Réformer, dissoudre, quel est votre avis là-dessus? Oui, bon, il a déjà dit le rôle important de l'AIM pour les élèves et les étudiants fait qu'on ne peut pas les dissoudre. Parce que si on la dissout, ça va être extrêmement compliqué. Une autorité, par exemple le département, ne peut pas gérer directement lui-même avec plusieurs dizaines de milliers, des centaines ou je ne sais pas combien d'écoles. Non, d'écoles d'abord. D'écoles pour dire que bon, il y a tel responsable de classe, il y a l'autre. C'est compliqué. Il faut une organisation qui permet à tous les élèves et à tous les étudiants d'être représentés et qui sert de point focal ou de relais entre les autorités et les... Mais, comme il a dit aussi, malheureusement, depuis 1991 ou peut-être avant, dans la clandestinité, l'école a été utilisée pour les objectifs politiques. Ouais, un peu. C'est pour ça qu'ils ont participé à la révolution contre le général Moussa Traoré, qui a eu un résultat. Et à la suite de cette lutte, l'AM a pris encore un peu plus de galons. Ouais, un peu, parce qu'ils ont donné vraiment de leur vie, ils ont été vraiment comme les jeunes du M5 aujourd'hui, quoi. Donc, ce qui fait que c'était extrêmement important de savoir l'exploiter. Malheureusement, c'est pas ce qu'ils ont fait. Ils ont plutôt utilisé à des fins politiques l'opposition pour essayer de faire mal au régime et le régime pour essayer de discréditer l'opposition jusqu'à ce que les violences ça ont augmenté de jour en jour, la température monte jusqu'à maintenant, qu'on atteigne un niveau qui est extrêmement difficile. Et ce qu'il faut aujourd'hui, c'est qu'il faut revoir, d'abord, il faut revoir l'organisation, les structures et tout ça. Il faut faire les réformes qui s'imposent, mais il faut vraiment garder l'organisation. Très bien. Alors, nous avons quelques minutes. Nous allons parler du troisième thème rapidement. Ce qui s'est passé au Tchad le même 28 février où il y a eu les violences de l'AEM. Il y a un opposant qui a été tué, abattu, selon
les explications de certains, en tout cas, qui est décédé, Yaya Diallo, suite à un assaut de la part des forces de l'ordre sur le QG de son parti politique. Est-ce que vous estimez que la démocratie, déjà au Tchad, est véritablement en danger, puisque juste après cet assaut, on a vu que le président de la transition a annoncé sa candidature pour la prochaine présidentielle qui doit se tenir très bientôt. Est-ce que vous estimez la démocratie très très en danger au Tchad? La démocratie est plus qu'en danger, la démocratie est sortie par les fenêtres au Tchad. Parce que aller tuer l'opposant chez lui et arrêter ses partisans. Il y a même un général qui a été détenu et puis exhibé comme un vulgaire criminel pour dire que voilà les ennemis du pays et tout ça. Un général combien étoiles je ne sais plus. Et ils disent que ses partisans ont attaqué aussi un poste. Oui, mais sécurité intérieure. En fait, c'est purement politique parce que on sait qui est le général par rapport au président. Ensuite, on sait aussi qui est le général par rapport au défunt Yaya Diallo. Donc, franchement, il fallait, et ce qui me fait encore beaucoup plus mal, c'est que je reproche à la communauté internationale, c'est que rien n'a suivi, rien. On a tué les messieurs et puis c'est bon, quoi. Voilà. Donc, le Tchad, apparemment, c'est un pays, soit les gens ont perdu le contrôle sur le Tchad, la communauté internationale a perdu le contrôle sur le Tchad, ou bien c'est plutôt la complicité de la communauté internationale au président autoproclamé du Tchad qui fait ce qu'il veut. Justement, est-ce que, il a dit, c'est une complicité peut-être, est-ce que c'est à cause du fait que la communauté internationale, au moment de la prise de pouvoir de Mahamat Idriss Déby, a donné une espèce de blanc-seing au Tchad, où il y avait un peu plus de passe-droit que par rapport à d'autres transitions? On a vu que les positions étaient un peu différentes par rapport au Tchad. Il y a eu une manifestation il y a une année qui a fait plus d'une 50aine de morts. Ça n'a pas eu autant d'écho que ça non plus. Est-ce que c'est par rapport à cela que ce qui se passe actuellement au Tchad arrive en fait? Vous dites d'abord, la première question, vous dites est-ce que la démocratie n'est pas menacée au Tchad? Est-ce qu'on est en démocratie d'abord au Tchad? Il faut voir les conditions dans lesquelles le général est venu. On est en transition. Il est venu suite d'un accident, au décès du père. On a vu un arrangement dès qu'il est venu. Ils ont un organe législatif, un CNT. Maintenant, les tueries au Tchad n'ont pas commencé maintenant. Vous vous rappelez de la répression de 2020, de octobre 2020. Une violente répression et on avait promis une enquête, mais jusqu'à présent, rien. Vous demandez à des bourreaux de donner des résultats de l'enquête, est-ce que ça va aboutir? C'est pas possible. Maintenant, c'est le côté bizarre et paradoxal de la politique. Malgré tout, aujourd'hui, on est en train de susciter la candidature du président et des politiques sont en train de rouler le tapis. Aujourd'hui, c'est combien de partis et d'associations politiques qui se sont coalisés pour soutenir sa candidature. Au final, est-ce qu'ils et aujourd'hui, on peut dire que le mutisme même de la communauté internationale, qui est quand même, tu l'as dit, le mot qui est en train de conduire du blanc-seing au général. Parce que une transition, disons une transition au Mali, une transition en Guinée, une transition au Burkina, l'autre, et une transition au Sénégal, tu as vu l'attitude qu'on a eue vis-à-vis des sources maliennes, transition malienne, burkinabé et nigérienne, et au Tchad, ce n'est pas le cas. Est-ce que ce n'est donc pas c'est qu'il y a deux poids, deux mesures. Est-ce que ce n'est pas dû aussi au fait qu'au Tchad, il y a des intérêts aussi restants de la part de certains de ces pays-là, notamment au ces Sahel, intérêts peuvent être compromis à tout moment. Hein. Qui ne veulent pas perdre de Tchad ces aussi, intérêts peuvent après être avoir compromis perdu à tout moment. La plupart des ces autres intérêts pays. peuvent être compromis à tout moment parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce qu'ils ont eu au Mali. Ça dit le revers qu'ils ont subi au Mali, ils ne s'attendaient pas à avoir ça au Burkina ou au Niger. Mais malheureusement, les choses sont allées très vite. Au Tchad, tout peut arriver. Avec la communauté internationale, les intérêts qu'ils ont là-bas, je dis que ce ne sont pas les intérêts qui ne peuvent pas être compromis, quoi, à un moment donné, quoi.
Finalement, est-ce que c'est pas la voie royale, comme il le disait, qui est déroulée au général? Il y avait son opposant, on va dire, le plus dur, qui est maintenant Premier ministre, qui est avec lui. Maintenant, celui qui vient de décéder était, qui est mort à la suite de cette intervention, était le principal opposant maintenant. Maintenant, en fait, il semble qu'il n'y ait plus personne devant. Oui, c'est ça. Il n'y a plus personne. Non seulement, il y a d'autres éléments extrêmement importants dont il faut tenir en compte. C'est des gens, des personnalités qui ont beaucoup travaillé pour la sauvegarde des droits de l'homme dans le monde. Des Tchadiens qui aujourd'hui sont avec les généraux. Vous voyez un peu? Donc malheureusement, leurs empreintes sont dans tous les actes qui sont posés aujourd'hui par les généraux. Je parle du ministre des Affaires étrangères, par exemple, qui était ici. Anadif, c'est le ministre des Affaires étrangères. Et il y a beaucoup d'autres personnalités qui ont rejoint les camps, soit par peur, soit par les mots manquent même. Qu'est-ce qu'il faut dire exactement pour dire que c'est des situations à ne pas soutenir. Franchement, il faut s'assumer. Quand la dérive rentre, il faut prendre ses responsabilités et se retirer avant qu'il ne soit trop tard. Très bien, merci monsieur. Alors, M5 RFP, AEM, Tchad, ce sont tous des dossiers à suivre que nous allons suivre dans les semaines à venir dans l'actu en débat, je l'espère avec vous. Merci Mokhtar Sow, directeur de publication du journal Malikile, d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci à Laya Diarra du Soir de Bamako également d'avoir répondu une nouvelle fois à notre invitation. Merci à vous très chers téléspectateurs de nous avoir suivis. Ce fut un plaisir. À mercredi prochain, Inch'Allah, bonne soirée.